Après un premier livre qui se voulait être une sorte d'introduction à l'univers du sorceleur, cette fois-ci je vous propose de plonger dans le deuxième livre qui s'intitule L'épée de la Providence, qui est un petit peu sur le même schéma narratif que le premier livre. Comme je vous le disais, on retrouve plus ou moins le même schéma narratif que lors du premier livre, c'est-à-dire plein de petites histoires qui se suivent et qui ont une espèce de trame principale comme liant au fil des histoires. Sapkowski nous a écrit cette fois-ci 6 histoires différentes qui n'ont pas toutes la même tonalité ni les mêmes importances. On va rentrer plus dans le détail cette fois-ci comparé à la première fois. Je vous invite donc à quitter cette vidéo si jamais vous n'avez pas lu le livre et que vous comptez le lire parce que je vais tout simplement spoiler toutes les histoires présentes dans celui-ci. Ce second livre m'a beaucoup plu, peut-être même un petit peu plus que le premier qui était un peu redondant par moments. Celui-ci permet d'admirer toute la subtilité de l'univers de Sapkowski, c'est-à-dire plein de petites histoires qui forment un ensemble cohérent, et les 6 histoires permettent de voir différentes facettes du métier de sorceleur. La première histoire nous permet d'assister à la rencontre entre Geralt et un dragon qui est doué d'une conscience, ce qui ne rend pas insensible Geralt parce qu'il va se rendre compte que le dragon, eh bien, il défend sa cause alors que le seigneur défend lui aussi sa propre cause, et c'est là qu'on a une subtilité dans cette histoire, c'est que Geralt parvient à trouver le juste équilibre entre tuer le dragon et essayer de satisfaire le contrat que lui a proposé le seigneur, et c'est là qu'on voit que Geralt a vraiment une conscience professionnelle et personnelle tout au fil de cette histoire, alors que Jaskier par exemple, qui est un personnage plutôt comique, va faire n'importe quoi et se retrouve toujours dans des situations improbables avec des actions totalement improbables. C'est ça qui fait le charme vraiment de ce petit duo, en fait, je trouve ça très bien mis en scène. Une histoire très atypique qui m'a beaucoup plu. La deuxième histoire, c'est peut-être celle qui m'a le moins intéressé, même si elle apporte quand même son lot d'importance. C'est une histoire qui nous montre en fait que Geralt entre en conflit avec un autre sorcier par rapport à Yennefer, parce que Yennefer, la magicienne, elle est un petit peu tiraillée entre les deux personnages, elle est un petit peu même, j'ai envie de dire, dans une histoire de romance autant avec l'un qu'avec l'autre, et du coup il y a une querelle personnelle entre les deux personnages, une querelle qui sera bien résolue là aussi, comme l'histoire du dragon, on ne va pas partir dans un bain de sang, contrairement au précédent livre. Là cette fois-ci on est plus dans un livre dans des tons plus légers, avec une espèce peut-être de morale à chaque fin d'histoire, et toujours une tonalité très fine qui permet de voir que l'histoire se conclut très bien. Par contre, là où je disais qu'elle est intéressante, cette deuxième histoire, c'est qu'elle permet de voir que la relation entre Yennefer et Geralt est assez particulière, parce que les deux personnages sont peut-être différents sur le point de vue du métier, l'une est magicienne, l'autre est sorceleur, mais ils ont quand même des points communs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, qu'ils ont subi plus ou moins des mutations génétiques et des mutations magiques, du coup ils se retrouvent quand même plus ou moins dans leur malheur, et c'est ça qui fait la force de ce couple. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore fait la rencontre de Triss Merigold, mais je vous rassure, je suis 100% team Yennefer pour le moment. On verra bien quand j'aurai fait la rencontre de Triss. La troisième histoire, c'est celle qui m'a le plus surpris, dans le bon comme dans le mauvais. Je dirais dans le bon parce que en fait ça parle d'un Doppler, c'est-à-dire un personnage qui est capable d'imiter les autres, et en fait ce Doppler va se faire passer pour un Oberas, et il va utiliser la notoriété de cet Oberas pour spéculer et acheter beaucoup de marchandises, les revendre, essayer de faire flamber les prix à gauche et à droite. Du coup quand Geralt et Jaskier se rendent compte de la supercherie, c'est assez amusant parce qu'on voit les deux Oberas qui se font face, il y a le vrai, il y a le faux. D'ailleurs là où je disais que ça me surprenait en plus ou moins mal, c'est qu'en fait le traducteur de ce livre a traduit le mot Oberas par Hobbit, donc c'est assez particulier, là vraiment c'est limite du plagiat de l'univers de Tolkien, il a traduit ça par Hobbit, il dit même parfois Hobbit joufflu, donc je me suis dit bon mais c'est bon, c'est Sméagol, il va passer l'anneau, il va passer invisible. Mais c'est assez marrant, voire dérangeant de se dire, bah le mec il parle vraiment d'un Hobbit du sens propre comme au sens figuré, le Oberas c'est un petit homme avec des pieds poilus quoi, donc c'est vraiment, tu peux pas faire plus cliché, donc c'est là que je me dis, Sapkowski, il s'est pas trop foulé pour inventer cette race-là, les Oberas. Il a juste copié-collé les Hobbits de Tolkien et il a juste changé le nom. Bon là, le traducteur, il s'est même pas emmerdé, il a carrément laissé le mot Hobbit. Voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça fait un peu le charme de la traduction française. Hein. Je n'ai pas vérifié la traduction anglaise, si ça parlait là aussi de Hobbit, mais peut-être, on verra. J'irai voir si jamais ça parle vraiment de Hobbit là aussi dans la version anglaise. Et cette histoire, elle finit là aussi bien parce qu'on se rend compte que le Doppler que Geralt devait tuer parce qu'il usurpait l'identité de l'Oberas, eh bien c'est une race qui est en extinction et du coup elle essaye de se cacher comme elle peut, elle essaye de tirer son épingle du jeu, et Geralt là aussi il a une conscience personnelle et professionnelle, il ne peut pas tuer un monstre qui n'est pas vraiment un monstre, c'est juste un monstre qui change d'apparence pour se cacher, et du coup à la fin l'Oberas, le vrai
Jasquier et le Doppler, c'est-à-dire celui qui imitait l'Oberras, restent ensemble et se font passer pour le frère et le cousin, je sais plus trop, et je suppose que par la suite on reverra ce fameux Doppler qui s'appelle Doudou en fait, et peut-être qu'on le reverra dans les jeux, dans les livres, je ne sais pas, mais en tout cas c'est assez marrant de se dire que là aussi il y a une morale. Le Doppler, il a usurpé l'identité du Oberras, mais au final, il a quand même réussi à vendre les marchandises et à faire prospérer le commerce de l'Oberras, ce qui permet d'avoir une relation saine entre les deux personnages à la fin et peut-être d'espérer à une bonne collaboration entre ces deux. Alors la quatrième histoire, je vous disais juste avant que Sapkowski ne s'est pas trop embêté pour copier-coller carrément le Hobbit de Tolkien avec la race des Oberras. Là, il s'est inspiré de la légende de la petite sirène, notamment la légende nordique. Les sirènes qui viennent sur le beau rocher pour se dorer au soleil et qui voient au loin le beau prince qui vient leur chanter des chansons avec sa lutte et lire des poèmes et peut-être voir tomber amoureux. Et dans cette histoire, Gérald va faire le traducteur entre la sirène et le duc qui est amoureux d'elle, mais au final la sirène ne veut pas changer, elle ne veut pas être transformée en femme parce qu'elle ne veut pas abandonner sa belle nageoire, alors que le duc, quant à lui, ne veut pas non plus abandonner ses deux belles jambes. Donc Gérald, il est coincé, il sait pas quoi faire, il va aller avec Jasquier participer à un mariage, et dans ce mariage il va rencontrer une autre barde qui est une ancienne amie à Jasquier, et ça va partir en romance là aussi, il va y avoir une espèce de conscience professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est amoureuse de Gérald, mais pas trop, elle est amoureuse de l'image de Gérald, mais en fait on sait pas, c'est assez particulier, et par la suite on va assister au travail du sorceleur, c'est-à-dire enquêter sur des lieux de crime. Là par exemple il y avait des marins qui ont disparu, et tout le monde suppose que la sirène s'est vengée du duc en tuant des marins, alors que pas du tout, c'est une espèce qui vit sous l'eau et qui a carrément une ville sous-marine, qui va tuer les marins parce qu'ils empiètent sur leur territoire. Le duc ne comprend pas, Gérald a beau lui expliquer que ça ne sert à rien, qu'il va partir en guerre contre une espèce qu'il ne peut même pas maîtriser et qu'il n'arrive pas beaucoup à tuer, et du coup le duc il est là, si je m'en fiche, je vais partir en guerre, si je dois mettre le feu à la mer, je mettrai le feu à la mer. Mais c'est là qu'arrive Ariel, la petite sirène, qui a troqué sa belle nageoire contre deux jambes, et le duc il est content parce qu'il a gagné sa sirène. Du coup l'histoire là aussi termine bien, même s'il y a une certaine morale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la guerre à l'étranger, tout ça. C'est assez particulier cette histoire, mais elle m'a beaucoup intéressé parce que, comme je vous ai dit, au fil des histoires, on voit que Gérald a quand même une conscience personnelle et professionnelle, et il essaye de voir et de jauger en essayant de peser le pour et le contre sur certaines décisions. La cinquième histoire, c'est celle que j'attendais le plus parce que plus j'avançais dedans et plus je me rendais compte qu'en fait, c'est l'histoire de la rencontre entre Gérald de Rive et la jeune Ciri. Ciri, si vous ne le savez pas, c'est l'un des personnages principaux de l'univers du sorceleur. C'est une sorceleur qui deviendra sorceleur plus tard, je me suis spoilé mais j'étais au courant, tout le monde est au courant grâce au jeu. Ceci fait le lien avec l'une des précédentes histoires du premier livre où Gérald de Rive avait obtenu un présent de la part d'un couple qu'il avait réussi à unir. C'est le fameux droit de surprise, et en fait Gérald, dans 6 ans, il reviendra chercher un enfant, et cet enfant sera emmené à Kaer Morhen pour devenir un sorceleur. Et Gérald fait la rencontre de cet enfant dans les bois, où il va être confronté là aussi à une autre espèce, les dryades, c'est-à-dire des femmes qui vivent dans les bois, des espèces un peu, j'ai l'impression que c'est des sortes d'elfes, parce qu'ils ont une espèce de ville cachée où il faut se bander les yeux pour y arriver, sinon tu ne peux pas rentrer. Et en fait c'est une ville où les femmes qui sont laissées dans la forêt doivent absolument rester pour devenir des dryades. Mais en fait Gérald, il arrive à convaincre la chef des dryades de lui laisser Ciri parce que c'était la providence, et en fait tout était lié et il devait absolument rencontrer cet enfant parce que c'était le destin. Là aussi une histoire très sympathique, quoique un peu courte, qui nous permettait de voir que Gérald n'est pas là que pour tuer les monstres, il est aussi là pour essayer d'accompagner les querelles entre les peuples, essayer de les résoudre, essayer de voir quelle est la meilleure solution, etc. Et enfin on arrive à la 6e histoire, qui est peut-être la plus bizarre mais qui m'a quand même plu, mine de rien. C'est une histoire où Gérald va sauver un voyageur, mais en sauvant le voyageur, il se fait blesser et il doit donc se faire soigner. Gérald va donc prendre plusieurs potions, et des potions, voire peut-être même des aliments hallucinogènes qui le font voyager un petit peu dans le temps, dans l'espace à gauche à droite. C'est une histoire assez bizarre parce qu'on passe notre temps à faire des va-et-vient entre Gérald qui est dans le chariot, qui revient, qui va à gauche, qui va à droite, qui revient dans le passé, qui voit une vision, et en fait il fait que halluciner. À chaque fois il se réveille, le voyageur lui dit oui on arrive bientôt et tout, hop il se rendort, et il repart dans ses rêves, et à chaque fois on a des petites histoires assez intéressantes. On a par exemple une histoire entre Gérald et Yennefer, comme quoi ils ne peuvent pas s'aimer et tout, mais si je t'aime moi non plus c'est pas possible et tout. On a une histoire de Gérald qui va parler avec la reine Calante par rapport justement à la fameuse Ciri. On a un autre passage où Gérald retrouve Jasquier qui est acculé dans un village, et ce village est complètement pris d'assaut parce que des soldats fuient le combat après la défaite de Cintra contre l'empire de Nilfgaard, et en fait Cintra c'est le
royaume de Calante, la fameuse reine qu'on voyait avant, la reine qui est la grand-mère de Ciri. Donc en fait, Geralt est déboussolé parce que Jaskier lui raconte que le royaume de Cintra s'est fait complètement annihiler par les troupes de Nilfgaard, et du coup il se dit mince, j'ai perdu Ciri, je n'aurai pas mon droit à l'enfant surprise. Mais à la fin de l'histoire, quand on revient dans Geralt avec le chariot qui finit ses hallucinations, on apprend en fait que le royaume de Cintra est détruit, mais que Ciri a été recueillie par la femme du voyageur qui l'a sauvée. Donc en fait, toute une histoire de destinée, de providence et tout, et au final, eh bien, Geralt est content parce que le voyageur lui avait dit « Oui, tu auras le droit d'emporter un de mes fils pour qu'il devienne un sorceleur ». Donc ça, c'était génial, c'était un bon petit twist final pour clôturer ce livre. Un deuxième livre qui m'a vraiment beaucoup plu, qui rentre beaucoup plus dans le détail. Et enfin, c'est le dernier livre qui se découpe ainsi, c'est-à-dire qu'on n'aura plus les petites histoires différentes, on va assister maintenant à la saga du sorceleur, la vraie saga si on veut, la saga de Ciri, Geralt, Jaskier, Yennefer, Triss, Merigold et compagnie, la vraie histoire qui se suit, parce que là c'était plus ou moins une mise en bouche, c'était des préquels, c'était vraiment de la mise en contexte. Là on rentre dans le vif du sujet, l'histoire de Geralt de Rive et Ciri. Comme vous avez pu le voir, c'est assez difficile de dire vraiment ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, parce que je les ai lus il y a un petit moment, j'avais pris des notes, mais bon les notes ça fait pas tout, hein, il faut que les souvenirs suivent aussi. Donc j'espère que ça vous a plu quand même, merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'au bout. Si le t-shirt vous a plu et que vous aussi vous voulez aller chasser les monstres avec Geralt de Rive, le lien sera placé en description avec un code promotionnel. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à suivre la lecture du troisième livre, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde! That's all I swear.